Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, un nouvel enregistrement cette semaine, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver vraiment. Ce mois de décembre, j'ai vraiment été très occupé, j'ai beaucoup bougé, j'ai eu vraiment très peu de temps à consacrer aux enregistrements, même au Discord. Donc je me rattrape un petit peu à partir de là. Il va y avoir beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à vous proposer. Et on commence cette semaine par un podcast sur le Switch, une petite mise à jour du précédent que j'ai quand même sorti il y a quelques mois. Et cette année 2025 m'a vraiment réservé la possibilité de nettement enrichir ce sujet, de beaucoup y réfléchir. Je vous avoue que c'est quelque chose de fascinant, ce sujet à mes yeux. Je le traite vraiment comme un problème mathématique, j'aime bien le retourner dans tous les sens, essayer de le voir autrement, obtenir des contre-arguments, réfléchir à l'envers pour essayer de vraiment en comprendre l'essence et vraiment l'ensemble de ses possibilités. On m'a narré beaucoup d'histoires, j'ai attiré en consultation beaucoup de personnes qui en étaient à cette étape, qui venaient de la franchir ou qui étaient presque. Et du coup, c'était vraiment fascinant d'entendre toutes ces histoires et puis aussi d'entendre beaucoup de choses qui correspondent à ce que moi j'ai vécu. Parce qu'il est vrai que ce podcast sur le Switch que j'ai sorti il y a quand même pas mal de mois, eh bien, c'était surtout pour conter mon histoire, comment ça s'était passé, comment je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je vais essayer de vraiment offrir ma vision des choses parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ce sujet, il inclut énormément de choses et ça me faisait plaisir de revenir là-dessus et surtout de vous lire ensuite pour voir si ça correspond un petit peu à l'idée que vous en avez et surtout si ça correspond un petit peu à ce que vous avez ressenti. Donc voilà, un plaisir, vraiment. Il va y avoir un autre concept un petit peu sur la chaîne, une autre playlist en parallèle de celle-ci. Je vais essayer de vous offrir des podcasts. Alors ceux-là seront pas forcément réguliers, ça sera en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer. Parce qu'à la base, le podcast que je vous fais actuellement, le concept était sur un par semaine, j'ai pas forcément toujours réussi à tenir ça. Mais en parallèle, il y aura un concept un petit peu plus court, une dizaine de minutes, qui sera un petit peu là pour traiter des différences d'opinion, la vérité de certains, qu'on puisse essayer de se poser des questions, et ça sera surtout un concept pour avoir un peu plus d'interaction avec vous et voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce lien, il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de choses un petit peu erronées, et donc ça serait intéressant qu'on puisse les explorer, et puis qu'on puisse voir un petit peu ensemble la température dominante aux yeux de toutes les personnes en commentaire, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer aussi de me calmer un petit peu sur la longueur des podcasts parce que bon, j'ai commencé avec une vingtaine de minutes et là ça commence des fois à atteindre 40, c'est un peu trop, hein, j'ai conscience, mais voilà, retenez bien que quand je fais mes podcasts, il y a une espèce de bulle qui s'installe et je suis complètement déconnecté du temps, je suis obligé au bout d'un moment j'ai un espèce de petit éclair qui me dit regarde t'en es à combien de temps, et puis ça fait 40 minutes, c'est dingue. Donc là je vais essayer, voilà, 30 minutes, ça serait bien. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir, je vous souhaite une merveilleuse année, sachez que j'ai une intuition très bonne pour cette année, et pas que pour moi, pour l'ensemble des Flammes Jumelles, j'ai l'impression que ça sera une avancée énorme. Ce début d'année est encore un petit peu à l'image de la fin d'année 2025, donc encore chargé, beaucoup de choses à épurer, beaucoup de choses à nettoyer, mais j'ai l'impression qu'à partir du printemps, ça va vraiment bouger, beaucoup d'accomplissements, beaucoup de mise en place de choses, hein, sans penser à astrologie, numérologie, hein, juste... J'ai l'impression qu'à partir de là, beaucoup de choses vont se débloquer, beaucoup de personnes vont accéder à des choses très importantes pour elles-mêmes sur leur route personnelle. Et je pense que beaucoup de liens vont bouger cette année également. Donc ça va être très intéressant de suivre ça. Ça fait déjà 1 an hein, que je vous parle de cette manière-là. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait ça, très heureux d'avoir mis les consultations en place. J'ai parlé avec des gens extraordinaires, des gens qui m'ont apporté beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances. Le but de lancer ces consultations était vraiment de me concentrer sur le fait de transmettre quelque chose, de penser que j'avais quelque chose à fournir, et puis c'était impressionnant de voir que il y a eu un échange, et pas simplement pécunier, un échange d'informations, de savoir, d'expériences, et c'était vraiment passionnant, et je vais continuer ça autant qu'il y en aura besoin, hein. Toutes les personnes qui auraient besoin cette année, ça sera vraiment un plaisir d'essayer de leur transmettre un petit peu ma vision des choses, et puis ce que j'ai vécu de ce côté-là du miroir.
Et ouais, ça va vraiment être une année très intéressante. J'ai beaucoup de projets que je veux voir se concrétiser. Ça va être une année incroyable et j'ai hâte de vous proposer ça, que ce soit pour les personnes qui sont sur ce lien ou que ce soit les personnes qui n'y sont pas. Et je vais m'ouvrir beaucoup plus. Lancer les soins énergétiques, parce que vu la gueule de ce mois de décembre, j'ai pas pu le lancer parce que c'était énergétiquement très compliqué, donc c'était pas du tout favorable de me concentrer sur l'énergie et sur le soin que je peux apporter aux autres. Donc du coup j'ai dû reporter, tout simplement. Mais parce que voilà, j'ai commencé septembre, octobre, novembre de la même manière, c'est-à-dire en espérant que ça soit plus simple que le mois précédent et loupé, radicalement. Ça a été vraiment une fin d'année très complexe à vivre, énergétiquement, moralement, mentalement. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas aussi. Donc, le but est de vraiment se concentrer sur cette nouvelle année et sur les mois à suivre, qui vont être de mieux en mieux, je pense. Mais voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez bien, j'espère que les variations énergétiques qu'il peut y avoir sont gérables pour vous, j'espère que vous commencez cette année en ayant ce sentiment d'être là où vous devez être. C'est mon cas, c'était mon objectif, c'était de tellement nettoyer, épurer et travailler dur, j'ai quand même encore cette exigence envers moi-même qui est assez importante. Et du coup, je voulais commencer cette année en regardant en arrière et en étant fier de ce que j'ai accompli, quoi. Donc j'espère que vous commencez l'année au moins avec cette notion-là, je vous le souhaite de tout cœur. On va pouvoir commencer. J'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Alors, j'ai commencé par vous expliquer évidemment que c'était l'un des sujets qui me passionnait le plus sur ce lien, parce que pour moi c'est un chapitre énorme, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment fondamental en termes de compréhension, en termes d'incarnation, c'est vraiment incroyable, mais malgré ça, bien évidemment, sachez que j'ai cette idée aujourd'hui, mais ça reste évidemment l'une des périodes les plus difficiles que j'ai vécues de ma vie, en toute transparence. Si on enlève, allez, si je prends les 3 événements les plus durs de ma vie, c'est peut-être celui qui arrive en top 4, quoi. C'est impressionnant à quel point ça a été dur de mon côté, et je pense que vous, en tant que chaser, c'est quelque chose qui est similaire dans les ressentis. On m'a narré beaucoup de Switch qui se passaient de manière beaucoup moins intense. Euh, j'ai l'impression que c'est assez variable selon les liens, cette intensité, c'est-à-dire que moi je pense que le Switch est quelque chose d'obligatoire, je ne vois absolument pas un monde où on ne peut pas expérimenter ce Switch. Vu ce qu'il permet, je vois pas comment on peut passer à travers ce Switch. Enfin, je veux dire, ne pas passer en plein dedans. Et je pense que ce qui différencie un petit peu les liens, c'est surtout l'intensité, peut-être par rapport au bagage qui est amené, peut-être la difficulté du lien, la grandeur de la blessure. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que l'intensité est différente. Moi personnellement, il a été vraiment brutal, très puissant, très dur. Mais certaines personnes m'ont conté que l'intensité était quand même assez correcte. C'est peut-être ça qui fait naître certaines chasers qui ont beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'acceptation, qui sont beaucoup plus en faveur d'une empathie envers le runner après le switch. Elles ont bien ressenti ce changement d'énergie, mais il n'y a pas forcément autant de colère qui dure très longtemps, cet ego qui est bien présent encore longtemps, le temps d'épurer, etc. C'est peut-être ça. Mais on reviendra en détail après, je vais essayer de me faire un fil conducteur logique. Un petit peu de contexte dans un premier temps, si vous le voulez bien. Donc, nous, notre Switch s'est produit à peu près au printemps 2024, à la suite d'une séparation en mars 2024. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, en 2023, nous avons vécu notre plus longue séparation, sans compter la première qui était d'un peu moins de 4 ans. Donc sans compter celle-ci, c'était la plus longue séparation, environ 7 mois. Nous nous sommes retrouvés en octobre 2023, où nous nous sommes... la vie a vraiment tout fait pour nous remettre ensemble. C'était vraiment très, très intéressant d'être témoin de cette convergence d'événements envers le fait que l'on se retrouve. Et puis là, à la fois c'était l'une des plus longues séparations sans compter la première, mais ça a été aussi les retrouvailles avec une phase égotique qui arrive le plus vite. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés fin octobre, ma phase égotique a démarré début janvier 2024. C'était impressionnant, c'est jamais allé aussi vite pour que je replonge dans cet état. D'habitude, il faut quand même bien plus de temps. Donc on s'est retrouvés de manière assez positive, elle m'a refait confiance, elle a accepté de se relancer là-dedans. Et début janvier, phase égotique vraiment très brutale. Je pense que ça a été la plus brutale de toutes celles que j'ai vécues. Elle a été vraiment très sombre, très soudaine.
J'ai fait beaucoup de mal, été très violent en termes de communication à ce moment-là, hein, vraiment taper là où ça faisait mal. Et surtout, il y avait aussi, c'était aussi accompagné d'un corps physique vraiment là très en détresse. J'avais vraiment des douleurs fulgurantes, bassin, intestin. euh, Tout ce que je faisais, ça empirait les choses, l'ostéopathie, etc. Ça empirait les choses, c'était terrible. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'au moment où je suis plongé en phase égotique, eh bien, j'ai ressenti quelque chose de très bizarre au niveau de son énergie à elle. Et quand elle m'a expliqué un petit peu comment elle avait vécu ça beaucoup de mois après, eh bien, moi je l'avais perçu ce qu'elle était en train de me décrire. Beaucoup de chasers m'ont exprimé qu'il y a un pré-switch. Elles l'ont ressenti, c'est-à-dire une sorte de perte d'énergie, une sorte de désintéressement de l'autre. Il y a un travail en amont de ce switch, il y a quelque chose qui se produit dans l'énergie, et il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est comme si ce switch commençait déjà à se matérialiser en un lâcher-prise de l'autre, en une distance mise avec l'autre, comme si dans ce pré-switch, eh bien, le chaser commençait à envoyer de moins en moins d'énergie à son runner, et moi je l'ai ressenti ça. Je l'ai ressenti qu'elle s'investissait beaucoup moins, elle me regardait beaucoup moins, elle me calculait beaucoup moins en fait. Et c'était très perturbant. C'était pas conscient, hein, vraiment cette notion d'énergie qu'elle m'a envoyée plus, mais en tout cas je ressentais qu'il y avait quelque chose de différent. Le switch il a été acté juste après notre séparation, parce qu'à ce moment-là j'étais en phase égotique, donc l'ego quand il entendait rupture, il était là en train de me dire à l'oreille que c'était une bonne idée, que c'était ce qu'il fallait faire, qu'on allait être mieux comme ça, que cette relation est trop compliquée, qu'elle nous convient pas, comme d'habitude, hein. Et donc du coup j'ai été totalement dans l'acceptation, entre guillemets, de cette séparation. Et c'est ça qui a déclenché son switch. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle a très mal vécu que je ne la retienne pas. Pour elle, ça a directement fait un lien avec sa valeur, c'est-à-dire que pour elle, je lui accordais tellement peu d'importance que je voyais même pas l'intérêt de la retenir pour elle en fait. C'est comme ça qu'elle l'a interprété, alors que c'était pas du tout ça, hein. Là le problème c'est que j'étais face à l'idée qu'elle m'avait fait confiance une énième fois, ça commence à faire beaucoup, hein. Elle avait décidé de retourner dans cette relation une nouvelle fois, me refaire confiance, et là en fait j'avais absolument plus aucun argument pour la retenir. Qu'est-ce qui je pouvais lui avancer comme argument pour la faire rester ? J'avais rien, et je la respectais suffisamment pour comprendre que là, si j'essayais de la retenir, je l'emmenais dans un piège. Elle allait être mieux loin de moi qu'avec moi, clairement. Et donc je l'ai pas retenue. Et c'est ça qui a déclenché son switch. Une espèce de changement énergétique, hein, elle a complètement basculé à partir de là, et c'est là qu'il y a eu cette inversion de mécanisme assez connue. Donc là, moi, l'ego est resté encore pendant un petit peu de temps. Elle a changé d'énergie, hein, a basculé vraiment dans une énergie de rejet, et moi j'étais encore dans l'ego, hein, clairement, qui m'illusionnait, et cet ego est resté entre 1 à 2 mois. Donc moi, mon ego est tombé à peu près, donc on s'est séparés en mars, mon ego est tombé à peu près en mai. Et à partir de là, quand l'ego est tombé, comme d'habitude, ça a été d'une brutalité, il m'a clairement abandonné comme ça, là, avec toutes mes émotions, toutes mes peurs, et ça a vraiment été quelque chose de brutal, toutes les peurs ont envahi tout mon corps, hein, c'était terrorisant, donc j'avais vraiment toutes ces peurs qui résonnaient vraiment partout dans le corps, c'était terrible. Des peurs diverses, hein, toutes les peurs que je pouvais avoir dans la vie ont ressurgi, quoi. Et puis surtout, comme je l'ai expliqué dans mon podcast précédent, j'avais l'impression que là, je venais de louper quelque chose. Je la regardais, en fait, je me souviens de l'avoir regardée un jour et m'être dit, c'est fini, en fait, j'ai tout gâché, c'est mort, il n'y a plus... Et j'avais l'impression que je venais de créer une fatalité irréversible qui faisait que, limite, mon incarnation allait bientôt se terminer parce que j'avais loupé ma mission, en fait, j'avais loupé ce que je devais faire. C'était terrible à vivre, à ressentir, parce que je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait là. J'étais pas assez conscient pour comprendre. Donc il y avait un gros point d'interrogation sur ce qui m'arrivait. Quand j'ai essayé d'expliquer qu'il y a eu cette inversion de mécanisme, qu'elle a développé une attitude de personne avec la blessure du rejet, beaucoup de personnes m'ont dit que non, en fait, que c'était pas ça. Alors moi je le redis, je l'ai déjà dit, mais si, c'est exactement ça qui s'est passé. Déjà parce que j'avais déjà suffisamment de perception de l'énergie,
avec cette empathie, cette hypersensibilité pour savoir quel type d'énergie je reçois, et c'était une énergie de rejet. Et surtout parce que cette période a été la plus bizarre de toute ma vie. Être témoin de ça, c'était du grand n'importe quoi à mes yeux. C'était lunaire, j'avais jamais... C'est à ce jour le truc le plus bizarre que j'ai vu de mes yeux. Cette femme basculée dans une énergie de rejet, un copier-coller de qui j'ai pu être en phase égotique, ou même dans le rejet en règle générale, c'était perturbant. Cette femme, qui là était en train de me rejeter pour ce que je pouvais être, était en train de devenir là actuellement dans le présent ce qu'elle déteste le plus. Et moi, quand l'ego est tombé, je me suis retrouvé avec une énergie d'abandon. Et je suis devenu clairement un chaser qui court après son autre violemment à ce moment-là. Un chaser, vous savez, dans tous ces mécanismes d'abandon, le paroxysme en fait de cet abandon. Je lui courais après, j'envahissais son espace, je la laissais pas respirer. Je voulais tout le temps qu'on parle, je voulais tout le temps lui exprimer ce que j'avais à dire, je devenais communicatif pour la première fois de ma vie. Je la laissais pas, j'avais beaucoup d'attention, je créais énormément de choses pour elle. Je voulais qu'on parle, je voulais qu'on s'explique, je voulais comprendre, je voulais... Et elle, à contrario, était une femme qui me rejetait, qui bloquait ses émotions, qui n'arrivait plus à communiquer, qui ne voulait plus se montrer vulnérable, qui l'a rejeté, elle envoyait une énergie de rejet forte. Elle était dans le déni, clairement, elle était dans la fuite de ses responsabilités, la fuite de ses émotions. C'était terrible de voir ça de cette femme-là. Et c'est devenu moi pour la toute première fois depuis une dizaine d'années qui comprenait ce qui se passait et pas elle, c'était horrible. Donc si, je vous le répète, mais moi j'ai été témoin de ça. J'ai été témoin de ça, une femme avec une énergie de rejet. Ce qui est faux de dire, c'est que on prend la blessure de l'autre à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont avancées, ça je pense que c'est faux. Je pense que l'énergie qui est dépourvue du temps et de l'espace, à ce moment-là, se déclenche. Elle profite du facteur temps pour se déclencher. Le bon moment est venu pour déclencher en fait cette énergie, et je pense qu'il est venu le moment d'expérimenter des mécanismes d'une autre blessure que celle avec laquelle on s'est incarné, la principale. On doit forcément, au fur et à mesure de notre incarnation, expérimenter un petit peu toutes les blessures. Le moment du switch est là pour expérimenter ce que l'autre a vécu. Et c'est devenu vraiment flagrant à ce moment-là. Elle a commencé à développer des douleurs au bassin et à l'intestin, comme moi. J'ai commencé à développer des douleurs de dos, des maux de tête en permanence, ce que je vivais presque tout le temps. Et moi, j'ai commencé à développer des choses qu'elle vivait, donc notamment des problèmes de gorge. Elle avait beaucoup d'inflammation de l'œsophage et tout ça. J'ai vécu ça. C'était vraiment très perturbant à ce moment-là. On a tous les deux développé le même problème de peau à ce moment-là. On a fait souvent de la dichydrose au niveau des pieds, des mains, etc. Et quand on voit la signification de cette maladie, c'est la peur de perdre quelqu'un, en simplifiant énormément. Impressionnant, impressionnant. Donc, je pense qu'est venu le moment d'expérimenter ce que l'autre a vécu. Dans quel but? Comprendre l'autre. Et ça, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je trouve ça terrible que là, je sois face à ça et que toi, tu ne vois pas la même chose de la même manière. Alors, c'était peut-être abusé de lui dire ça, clairement, mais voilà, j'avais pas encore vécu mon éveil et j'étais pas encore dans le pic de la nuit noire à ce moment-là. Mais je lui ai dit, là, je me retrouve à ta place avant, je comprends pourquoi il m'arrive ça, je comprends que ça doit m'aider à te comprendre, je comprends maintenant ce que tu as vécu, je comprends maintenant que je suis face à ce type de comportement et je comprends ce que j'ai infligé, je vois l'enjeu de ce qui se déroule, mais toi tu ne vois rien. Je lui ai pas dit tout à fait ça comme ça, parce que là c'est un peu violent, bien sûr, vous comprenez, il faut nuancer et pas trop s'attacher à certains mots que j'utilise. Et elle m'a dit un truc qui sur le moment m'a paru lunaire. Elle m'a dit que toi tu aies la nécessité de comprendre ce que j'ai vécu, oui, mais moi que j'ai la nécessité de vivre ce que tu as vécu, non, je vois pas l'intérêt. Donc clairement une phrase que j'aurais pu dire avant. Et vraiment il y avait un espèce de rejet de sa part de ce que l'on vivait. Pour elle c'était trop tard. C'était littéralement trop tard, c'était acté, c'est fini en fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est terminé. Et ce qui est étrange, c'est vraiment que en phase égotique, avant le switch, j'ai utilisé vraiment des cartes pour la blesser que j'avais encore jamais utilisées. Je pense qu'il le fallait. Quelque chose que j'aimerais vous rappeler,
c'est que le runner, il a un message à transmettre. C'est son rôle, il a un message à transmettre, et ce message il est incroyable pour le chaser. Hein. C'est un message que personne d'autre dans cette incarnation ne transmettra. Et ce message, c'est « prends conscience de ta valeur ». C'est ça que l'on veut exprimer au chaser. Le réel problème, et pourquoi on est autant accusé, et pourquoi il y a quand même des chasers qui ne se remettent absolument pas en question, c'est pas une globalité que je dis, hein, c'est il y a des chasers qui se remettent absolument pas en question, c'est la manière dont il transmet son message qui est très souffrante, très destructrice. C'est tout le problème. Il faut que le runner mette en lumière tous les défauts du chaser, tout ce qui ne veut pas, tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est refoulé, tout ce qui le chaser occulte. Il faut qu'il emmène sa chaser là où elle ne veut pas aller. Et la seule manière de le faire, c'est d'appuyer là où ça fait mal, c'est de faire souffrir. Voilà le rôle du runner. Le problème de la première partie de parcours, c'est que les deux ont tendance à se concentrer sur la notion de couple. Il n'y a pas la capacité, en fait, à ce moment-là, de voir plus grand, de voir spirituel, de voir divin, de voir mission de vie, de voir indépendance, autosuffisance. Il n'y a pas la capacité encore énergétique pour comprendre ça. Donc on se concentre sur le couple. Et c'est ça qui crée de la souffrance. C'est la volonté de créer quelque chose à l'image de nos croyances, de l'idéalisation du couple, et de voir que c'est strictement impossible. Le switch, pour moi, est un aveu d'échec des deux. Le moment où le runner a fini de transmettre son message, donc le moment où le chaser switch, le runner, il n'a aucun recul, aucune capacité de voir plus grand que ce qui se passe. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Donc en fait, comprendre qu'il a échoué, ce n'est pas encore le moment. Par contre, c'est le moment du chaser. Le chaser, au moment où elle switch, c'est son aveu qu'elle ne peut rien faire pour obtenir la meilleure version de son runner, la meilleure version de lui-même, et lui faire comprendre, lui faire atteindre sa lumière, l'inviter à grandir. C'est un aveu d'échec, hein, clairement. Les deux, à ce moment précis, ont échoué pour atteindre l'idéalisation du couple qu'ils pouvaient détenir. Le runner, il est là pour ça, il faut comprendre. On met tout sur le dos du runner. Hein. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. C'est ce que j'aimerais changer, parce que la vie de runner est loin d'être simple. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui me l'ont dit, il y en a qui me l'ont fait ressentir à quel point il y avait cette empathie envers le runner, et c'est beau à voir, croyez-moi, c'est beau à voir. Moi, on m'a envoyé vers le fait, à mon avis, de transmettre quelque chose plutôt au chaser. Mais je pense que les chasers ont beaucoup plus ce rôle envers les runners. Je pense que ça fonctionne ainsi. En simplifiant, parce que je pense que je peux aider des runners, hein, bien évidemment. Et puis leur envoyer mon empathie, parce que j'ai de l'empathie envers celui que j'étais, vous voyez. Mais malgré tout ça mis sur les épaules du runner, il n'y a personne d'autre qui fera ça à sa place. Personne d'autre fera la même chose. Personne. C'est lui qui a ce message en particulier, personne d'autre là. Ce qui est le rôle de ce switch pour moi, c'est évidemment le début de la route individuelle. C'est pour finaliser vraiment toutes les thématiques qui ont besoin d'être purées, nettoyées. C'est pour ressentir le détachement, ressentir pour la toute première fois qu'il n'y a pas ce besoin de l'autre, ce besoin de l'autre pour exister et incarner. Donc c'est pas rien du tout. L'accès à la mission de vie aussi. Ce switch permet tellement quelque chose de grand qu'il faut vraiment arrêter de se concentrer sur la culpabilité du runner. En fait, croyez-moi que un runner est un être déjà qui ressent une culpabilité énorme à l'intérieur de lui. Donc le considérer comme coupable n'a vraiment aucun intérêt. Parce que le but de la nuit noire d'un runner, c'est aussi de nettoyer sa culpabilité qui traîne depuis l'enfance. Donc dans tous les cas, le considérer comme coupable n'a aucun intérêt en fait. Il est vrai que pourquoi ça me fascine autant ce switch, c'est parce que pour moi c'est le plus bel effet papillon du monde. Le runner, de manière totalement inconsciente, va devoir blesser sa chaser, va devoir lui faire du mal en appuyant là où ça fait mal. Et il le fera pas volontairement, parce qu'en fait, le chaser est la dernière personne qu'il veut faire souffrir au monde. Et malheureusement, il va devoir le faire, il n'a pas le choix. Et en le faisant, il va créer le switch de sa chaser. Et sa chaser, en s'émancipant de cette relation, de manière totalement inconsciente, va permettre à son runner d'accéder à la nuit noire, à l'éveil. Tout ça n'est que cause à effet, n'est que conséquence absolument imprévue.
Et c'est fascinant. C'est un renvoi de balles. C'est les deux, à partir d'un certain moment, ne veulent absolument plus l'un de l'autre. Les deux doivent ressentir ça, hein, ne doivent plus avoir besoin de l'autre, et pourtant ils s'entraident. Et je trouve ça fascinant. C'est vraiment incroyable. Alors, j'aimerais revenir sur cette notion que le switch est obligatoire dans ce lien. Si vous préférez, le runner renie son existence. Il se déteste. Il n'aime pas sa vie, il n'aime pas qui il est. Il dépend du monde extérieur pour vivre, que ce soit de ses parents, de ses amis, de ses collègues, de son autre, des gens qui... Il a besoin du monde extérieur pour vivre parce que son propre regard envers lui-même n'est pas suffisant pour vivre, pour trouver une bonne raison de rester dans cette vie. Donc il a besoin de l'énergie du monde extérieur, de l'attention du monde extérieur pour exister. Et il n'a aucun moyen de réussir à compter sur sa propre énergie avant d'être en nuit noire de l'âme. C'est pour cela que le runner vit une seule nuit noire de l'âme. C'est parce que sa nuit noire arrive après le switch pour moi. Le runner vit beaucoup de grosses dépressions, hein, des moments où il a des idées noires, des envies de mourir, des envies de tout remettre en question. Au moment où il en peut plus, où il est à terre, on en vit plein en tant que runner. Hein. J'ai arrêté de les compter. Hein. Des phases comme ça, c'est terrible. Mais ça n'a rien à voir avec la nuit noire. Donc, la nuit noire, c'est le moment où la source nous met face à la situation d'être qu'avec notre seule énergie. Avant le switch, le runner a toujours l'énergie de sa chaser, même en séparation, même... Comment voulez-vous qu'avec cette énergie encore donnée au runner, le runner puisse basculer en nuit noire, atteindre son éveil? C'est impossible, physiquement, spirituellement, on ne peut pas. On ne peut pas ne pas vivre ce switch, parce que le switch est le moment où le chaser arrête d'envoyer de l'énergie à son runner. C'est pour ça qu'il plonge en nuit noire, c'est parce qu'il se retrouve seul. Moi, en nuit noire, j'ai senti que la vie, la source, Dieu, me coupait du monde extérieur. Je recevais plus aucun message, plus aucun appel, plus personne prenait de mes nouvelles, j'avais envie de voir personne, mon autre s'en foutait royalement de moi et me rejetait énormément. J'avais l'impression de ne plus exister aux yeux du monde. Je me suis retrouvé dans la définition la plus pure de la solitude. Et il a fallu que je me relève grâce seulement à mon énergie. Sans le switch, je n'aurais pas pu vivre ça. J'aurais toujours été dépendant de son énergie à elle. On doit obligatoirement passer par le switch, à mes yeux. C'est pour ça qu'il y a cet effet papillon aussi intéressant. Alors, j'ai mentionné que moi, je suis sorti de l'ego 1 à 2 mois après que ma chaser ait ressenti ce changement d'énergie. C'est 1 à 2 mois, d'après tout ce que j'ai entendu, c'est très personnel. Chaque runner a sa période d'ego qui tombe au bout de X délai, c'est très personnel. Je ne sais absolument pas ce qui définit ce délai, mais moi, au moment de la séparation, il m'a toujours fallu le même temps, c'est-à-dire 1 à 2 mois d'ego. Et quand il tombe, c'est toujours la même chose, c'est je me retrouve moi-même, je me retrouve avec mon énergie, ma vitalité, je me retrouve, la phase égotique est finie, et c'est le moment où forcément je suis moi-même, donc j'ai envie de retourner vers elle. À chaque fois, ça a été comme ça. Et il s'avère que, oui, pour certains runners, ça peut être beaucoup plus long. Donc typiquement, il y a personnes qui ont pris un petit peu à cœur que à partir du switch, le runner, j'explique qu'il va en nuit noire. Alors techniquement c'est vrai, mais la temporalité nécessaire, je ne la connais pas, elle est très individuelle. Donc faut pas s'attacher non plus trop aux mots que j'utilise, parce qu'il faut comprendre qu'il faut élargir un petit peu ce que je dis. Il y a des runners, s'ils ont besoin d'1 an après le switch pour tomber en nuit noire, accéder à l'éveil, bah ils auront besoin d'1 an. Alors je pense pas que ça peut être trop long à partir de là, tout simplement parce que va tellement y avoir besoin de runners et de chasers éveillés dans un futur très proche. Je pense que là, tous les switches qui s'opèrent maintenant, le runner il en a pas pour 5 ans, 6 ans avant de s'éveiller, hein. Je pense que c'est impossible. La source va trop avoir besoin d'eux dans pas longtemps, vous voyez. Même si là je simplifie à l'extrême. Alors quelque chose que j'aimerais faire tomber comme idée reçue, s'il vous plaît, parce que j'ai vu énormément de choses et entendu énormément de choses qui, moi, me chagrinent un petit peu, c'est cette croyance qu'ont les chasers qu'en changeant de comportement consciemment, elles vont créer le switch. Alors non, pour moi, ça n'existe pas. Le switch est quelque chose d'imprévu.
c'est quelque chose d'incontrôlable. Le contrôle, le côté humain n'a aucun contrôle sur le switch. C'est le runner qui a la clé du switch entre ses mains. C'est lui qui va devoir utiliser toutes ses cartes, balancer toutes les cartes qu'il peut pour produire ce switch chez sa chaser. C'est pas le chaser qui va changer d'attitude et qui va créer le switch. Ça ne marchera pas. Et ça arrive tellement, on retrouve ça tellement de chasers qu'on en marre et qui pensent pouvoir presser les choses, que maintenant on commence à inventer qu'il y a plusieurs switches, plusieurs petits switches, plusieurs tentatives de switch. Ça n'existe pas. Il y a un switch et il est imprévu, incontrôlable. C'est un ras-le-bol chez le chaser qui est imprévu. Toutes les chasers qui ont switché, croyez-moi, elles s'en rappellent. Elles s'en rappellent. Ce changement d'énergie, beaucoup m'ont compté cette espèce de pré-switch là, ce que j'ai décrit au début, ce changement d'énergie déjà qui s'installe, cette espèce de phase de préparation au switch, sans savoir vers quoi elles vont, mais elles le ressentent. Je pense que si une chaser ne se souvient pas de son switch, c'est qu'elle n'a pas switché. Mais ça, c'est une théorie, je suis pas... Même en étant ex-runner, avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est maladroit de parler de choses que je ne comprends pas, parce que moi, ce switch, je l'ai pas vraiment ressenti. C'est juste quand l'ego est tombé, je me suis réveillé en ayant des mécanismes différents. Mais cette espèce de changement d'énergie, je l'ai pas ressenti. Il n'y a que ma chaser à qui ça a appartenu, ça. Mais vraiment, toutes les chasers avec qui j'ai discuté, ça commence à faire beaucoup, toutes celles qui ont switché, elles s'en souviennent. Donc il n'y a pas de changement de comportement et ça switch, ça marche pas comme ça. Beaucoup de personnes disent que le switch n'existe pas, je vois pas comment on peut avancer un truc pareil. C'est vraiment le moment de transition entre la première partie et la deuxième partie de parcours. C'est ce qui vient scinder les deux parties en deux. C'est deux chapitres totalement différents et c'est le switch qui est au milieu. Donc je vois pas comment on peut dire que ça n'existe pas. C'est très perturbant. C'est... L'une des choses, moi personnellement, que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a des chasers qui restent autant dans l'agressivité et la colère envers le runner aussi longtemps. Si vous préférez, je pense que sur ce lien, il n'y a rien qui est destiné à seulement un des jumeaux. Les phases égotiques notamment. Ce que j'ai décrit de ma chaser après le switch, je l'apparente à une phase égotique parce que ça y ressemble énormément. Les phases égotiques, elles sont là pour une chose, c'est épurer tout ce que l'on a mis à l'intérieur et qu'on n'a jamais fait ressortir, tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a entassé. Le corps a une limite, les organes ont une limite, le cerveau a sa limite, et je pense qu'au bout d'un moment, le vase est trop plein et il faut nettoyer. Et c'est pour ça qu'il y a les phases égotiques, parce qu'on pourrait, je pense, indéfiniment entasser. Et au bout d'un moment, c'est le vase qui déborde, quoi, le volcan. Et je vois pas pourquoi c'est quelque chose qui serait co-runner. Au moment du switch, j'ai vraiment l'impression qu'elle en a vécu une parce que les chasers aussi entassent énormément. Il y a beaucoup de chasers avec des problèmes de gorge, des problèmes de thyroïde, des problèmes d'estomac, des problèmes de dos. Tout ça, c'est des émotions refoulées. Tout ça, c'est des émotions non exprimées, non évacuées. Pourquoi le chaser n'aurait pas ces phases égotiques brutales à elle aussi? Et pour moi, qu'elle ait eu sa phase égotique vraiment brutale au moment du switch, au moment où elle expérimentait les mécanismes de rejet, bah pour moi c'est d'une logique incroyable. Donc je sais pas ce que vous en penserez de cela. Qu'est-ce qui a arrêté cette phase égotique, que j'apparente comme une phase égotique? C'est mon éveil. Au moment de mon éveil, elle était encore la veille dans une phase comme ça, à rejeter énormément, à pas vouloir m'écouter, à pas vouloir truc. Mon éveil, j'ai l'impression qu'elle l'a ressenti et ça l'a calmé direct, comme si cet éveil nous avait harmonisé tous les deux dans nos polarités, dans nos blessures, parce qu'à partir de ce moment-là, l'abandon a tapé beaucoup moins fort, le rejet a tapé beaucoup moins fort, et pour elle également. Il nous restait beaucoup de choses à travailler, mais ça s'est calmé à partir de ce moment-là. Il y a eu vraiment un avant et après mon éveil, littéralement. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à m'écouter, qu'on a pu discuter, qu'on a pu parler flammes jumelles, qu'on a pu mettre les choses à plat. Elle commençait déjà à faire des tirages de cartes, donc elle a pu faire des tirages où il y avait toute notre vie sur la table. Elle a pu... c'est à partir de là que ça a débloqué des choses, débloqué une communication. C'est très spécial ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est très impressionnant cette période.
quelques mois, ça a vraiment été explosif, quoi. Et permissif, dingue. Donc voilà. Donc pour vous rappeler un petit peu les grandes lignes que j'ai pu dire jusque-là, le switch est obligatoire, imprévisible, incontrôlable parce qu'il est entre les mains du runner. Sachez que je comprends que beaucoup de chasers soient en colère. Quand je dis ça, ce n'est absolument pas un jugement de ma part, hein. Tout est juste en fait. Il y a des intensités différentes et je ne juge pas les chasers qui sont en colère. J'ai tendance à juger quand les chasers ne se remettent pas en question et mettent tout sur le dos du runner. Ça, c'est quand même quelque chose d'aberrant. Il n'y a pas un seul est responsable, hein. Le chaser fait beaucoup de mal. Beaucoup de chasers ne comprennent pas le mal qu'elles ont fait, mais elles en font. Elles font souffrir leur runner, c'est une réalité. L'intensité est différente. Il y a des runners qui souffrent peut-être beaucoup plus facilement parce que leur blessure du rejet est beaucoup plus présente, mais je pense que en tant que runner, on attire une chaser dysfonctionnelle comme nous, hein. Il n'y en a pas un qui est plus dysfonctionnel que l'autre, donc si un fait du mal, l'autre fera du mal. C'est simplement que le runner fait beaucoup plus de mal directement et envers le chaser personnellement. Je pense que c'est ça qui donne l'impression qu'il fait plus de mal, mais le chaser en fait énormément, hein. Faut pas s'illusionner. Donc le fait qu'il y ait des chasers qui se remettent pas trop en question et qui accusent le runner comme si c'était le seul responsable, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais je comprends d'où vient cette colère. Je comprends qu'elle a pu être en colère envers moi, qu'elle a pu tout me rejeter, parce que moi j'avais des phrases du style « Non mais moi j'ai pardonné tout ce que j'ai fait, mais il me faut encore du temps pour pardonner ce que t'as fait. » Bah ouais mais bon, c'est sympa, mais t'as fait beaucoup de mal aussi, donc c'est sympa de se pardonner, mais... voilà, tu vois, il y a des choses compliquées à entendre, quoi, qui rentrent pas. Ouais, mais j'ai pas forcément non plus été aidé tous les jours. Donc, ouais. Je comprends, mais il y en a pour lesquels ça dure je sais pas combien d'années, cette colère. Je sais pas, c'est peut-être de l'attente. Peut-être que pour arrêter cette colère, il y a un besoin de reconnaissance, un besoin de compréhension, un besoin qu'il reconnaisse ses fautes, un besoin qu'il s'excuse, un besoin d'excuse, hein, peut-être. Moi, je lui en ai prononcé, hein, plusieurs fois, sincèrement. Mais peut-être qu'il y a des chasers qui n'ont pas eu ces excuses-là, sincères. Donc peut-être que c'est ça qui fait naître cette colère et qui perdure parce qu'il n'y a pas cet équilibre. Donc je le juge pas, mais j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi cette colère perdure aussi longtemps. Pour certaines, c'est très long, hein. Et c'est pas forcément proportionnel à la longueur du lien. Donc c'est quelque chose que j'ignore. C'est quelque chose que je peux sans doute pas comprendre. Voilà. Je pense être venu à bout de mon raisonnement et de ce que je voulais vous partager. Donc pour moi, ça reste l'un des sujets les plus fascinants. C'est incroyable de prendre la feuille où il y a écrit Switch dessus, la retourner dans tous les sens pour essayer de comprendre, pour voir à quel point ça permet, pour voir l'effet papillon qui se dessine, à quel point ça permet des choses, à quel point c'est une transition immense d'une étape à une autre, à quel point on change littéralement de personnalité après, à quel point on évolue. On est tellement bridé en première partie de parcours que pour moi le switch permet d'exploser en termes d'expansion, ça me fascine, vraiment. Et quand j'ai une consultation d'une chaser qui m'explique qu'elle vient de switcher, qu'elle l'a ressenti, bah, j'ai une pensée envers le runner qui lui va vivre bientôt des étapes très complexes, très dures. C'est compliqué pour un runner de se retrouver seulement avec son énergie, hein. Le chaser en est capable parce qu'elle a ça en elle. Il y a une dépendance affective la plupart du temps, il y a un besoin d'approbation du monde de l'extérieur, mais si elle ne l'a pas, cette approbation, je suis sûr qu'elle a quand même cette capacité à trouver cette force d'avancer seule, et encore plus avec l'élan du switch, qui la motive. Beaucoup on brise très souvent la confiance d'une chaser, et ça lui sert très souvent de motivation pour se battre, pour faire encore plus. Le runner n'a pas ça. Le runner, on le laisse seulement avec son énergie, il peut rien faire, il a envie de mourir. Donc du coup, c'est vraiment deux énergies très différentes. Oui, je disais, oui, à chaque fois j'ai une pensée envers le runner qui va vivre ça dans pas longtemps, qui va passer par ce que j'ai vécu, qui est pas simple. Mais je suis heureux pour la chaser parce que je sais qu'elle va être sur une très belle route, qu'elle va enfin obtenir une certaine justice, un certain équilibre, beaucoup d'énergie envers elle, elle va commencer à être alignée, et en même temps elle permet à son runner d'avancer, donc c'est beau en fait d'une certaine manière. C'est horrible quand on le vit, mais
quelques temps après, on comprend, on comprend. Voilà, mesdames et messieurs, c'était vraiment un plaisir de communiquer avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous apportera quelque chose, j'espère que ça résonnera en vous. Si c'est pas votre vérité, sachez que c'est la mienne, donc la prenez pas trop à cœur. Mon but, c'est d'aider, d'apporter et de transmettre. Et je fais ça uniquement parce que j'en ai l'envie et que j'ai l'impression qu'on me demande de le faire. Donc prenez pas trop à cœur, même si vous n'êtes pas d'accord, hein. Le but, c'est pas créer de la tension ou de vous imposer une idée. Le but, c'est de discuter et aider si je le peux. J'espère que ça aura aidé des gens. On va vivre sur cette chaîne une année incroyable. Donc merci de votre fidélité, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début, donc merci infiniment, je suis heureux que ça vous plaise encore. Beaucoup de personnes m'ont suggéré des thèmes, sachez que je reçois énormément de messages, donc je suis désolé à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à laquelle je n'ai pas répondu. Ces derniers mois c'était vraiment complexe à vivre, hein. Je vous dis pas ça pour faire un ouin-ouin, c'était compliqué. Je m'impose en fait une énergie en particulier parce que je sais que les mots et ce que l'on écrit a une énergie et donc je veux pas envoyer une mauvaise énergie, donc je préfère ne pas répondre plutôt que d'envoyer une mauvaise énergie, mais je lis à chaque fois tous vos messages et ça me fait plaisir, beaucoup sont dans la bienveillance, beaucoup me suggèrent des choses. Le prenez pas personnellement si des fois je ne vous réponds pas, je réponds à un tiers des commentaires parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, mais je les lis tous et c'est un plaisir de vous lire. On va vivre une année extraordinaire sur cette chaîne, donc merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité, et prenez soin de vous. Si je le répète à chaque fois, c'est parce que j'en comprends l'importance. Les chasers ont un besoin fondamental aussi de réguler un petit peu leur énergie, leur donner, recevoir. Récompensez-vous et aimez-vous par du temps pour vous. Et voilà, on a encore quelques petits temps d'énergie un petit peu encore complexe et de choses à nettoyer, mais ça va aller beaucoup mieux. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.